Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bienvenue dans l'épisode Best of de Tout est marque, partie 1 pour 2025. Bonne écoute. Pour la marque.s, Lionel Aberlé, directeur marketing France. Aujourd'hui, .s, c'est en France un peu plus de 660 points de vente, mais aussi sur les 5 continents, dans 51 pays, un peu plus de 6150 points de vente. Et donc ça, c'est réellement autour de la marque .s. Et à l'intérieur de .s Group, on a différentes petites enseignes qui sont à côté, PPS, 240 points de vente. Etapoto, par exemple, avec 19 points de vente aujourd'hui à Picard. Ce qui fait que globalement, sur le marché français, on est à quasiment 1000 points de vente pour le groupe. 1000 points de vente pour le groupe. Combien de clients par an ? On n'est pas, comme on est avec des commerçants indépendants, c'est vrai qu'on n'est pas interfacé avec leur ERP point de vente, mais on pense qu'il y a entre 1 200 000 et 1 300 000 clients uniques chaque année dans le réseau. Pour un total de salariés, on imagine qu'il y a 10-12 salariés par point de vente, En fait, on est un peu moins parce qu'effectivement, il y a plusieurs concepts chez .s parce que le vaisseau amiral reste bien évidemment l'automobile, mais quand on parle automobile, on parle de centres qui, parfait pour certains, pour les cités par exemple, vont faire entre 150 et 200 mètres carrés où là, on va avoir un effectif de 3 personnes. Puis on a de grosses entités autour d'activités industrielles par exemple ou du centre auto, atelier plus libre-service. Donc globalement, on est aux alentours de 3200 salariés qui travaillent sous enseigne .s sur le territoire. Quel est le chiffre moyen ? J'avais noté que globalement en 2024, vous étiez à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Tout à fait, c'est ça même. Et puis on est globalement par point de vente. Alors c'est toujours des moyennes qui sont compliquées à suivre, puisque comme on a plusieurs activités, comme je le disais, on a des centres qui sont dédiés à de 700 000 jusqu'à 2 millions. À plusieurs millions. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que de parler d'un chiffre d'affaires moyen, c'est assez compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler et surtout un chiffre qui est assez exceptionnel. J'ai reçu il y a peu de temps dans le podcast Tout est marque, la marque préférée des Français, en l'occurrence Picard surgelé, mais je dois vous dire que quand je vois ce chiffre de 82% de taux de notoriété pour .s, c'est assez vertigineux. C'est assez vertigineux, c'est directement lié à notre slogan. C'est vrai que vous le rappeliez en introduction, pas de stress, il y a .s. C'est réellement quelque chose qui aura marqué les consommateurs. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'une belle notoriété, mais ce qui est encore le plus important, et on en parle moins, c'est le ratio confiance sur notoriété, où là on est à 88%. En fait, il y a globalement sur 100% des Français qui connaissent .s, 88% recommanderaient l'enseigne à leurs proches, ce qui fait le meilleur taux sur la prévente automobile. Pour la marque Decra, Karine Bonnet, sa directrice générale France. Numéro 1 mondial, donc c'est pas rien. Numéro 1 mondial, tout à fait. Oui, avec plus de 28 millions de contrôles techniques réalisés dans le monde. Oui, parce qu'effectivement, le contrôle technique est le métier d'origine et fondateur de Decra. 28 millions de contrôles techniques faits l'année dernière dans une trentaine de pays dans lesquels on opère le contrôle technique. Si on doit, à titre de comparaison, c'est 25 millions de contrôles techniques en France, tout le marché français. Donc effectivement, on a une bonne expertise sur ce domaine. Avec 7 millions rien que pour Decra, c'est ça à peu près 6 millions et demi. 6 millions et demi sur la partie effectivement véhicules légers, et puis on fait 500 000 contrôles dans le poids lourd. Et pour être encore plus précis sur les chiffres, moi j'ai noté que Decra sur la France, c'est 1710 établissements sur l'ensemble du territoire national, dont avec 1560 centres véhicules légers et 150 centres poids lourds. Tout à fait, et pour être encore plus précise, les 150 centres qui sont dans le poids lourd sont que sous enseigne Decra. C'est une activité intégrée, donc c'est des centres qui nous appartiennent, répartis sur les territoires métropolitains, mais pas que. On a aussi un centre à la Martinique, poids lourd. Important. On salue nos amis de la Martinique. Tout à fait. Et puis, en ce qui concerne les véhicules légers, effectivement, sur les 1560 centres, nous en avons 200 qui nous appartiennent. Et là, eh bien, écoutez, on a 3 marques. On a Decra, Norisco et Autocontrôle. Et l'essentiel de l'activité est en affiliation. Donc, on a 900 gérants différents qui représentent à peu près 1200 centres de contrôle technique véhicules légers. Fondateur et président de Jean 1083, Thomas Hurier.
Question complètement candide, mon cher Thomas. Lancer une marque de vêtements, et qui plus est de jeans en France, est-ce que c'est facile ? Non, franchement, heureusement qu'on savait pas dans quoi on se lançait il y a 12 ans, parce que c'est plein d'embûches. On a connu 10 premières années de développement constant, parce qu'on a été porté par des vents porteurs, notamment en termes, au niveau médiatique, on était en avance de phase sur la relocalisation, sur le fait de pas faire les soldes, sur plein de sujets de fond qu'on a vraiment incarnés. Puis on a connu ces problèmes de production, qui ont fait baisser le chiffre d'affaires, alors que la demande continue d'augmenter. Donc pas mal de sujets compliqués à gérer, que ce soit en magasin ou en atelier. Mais après, tous ces efforts, ils sont 1000 fois récompensés, 1083 fois récompensés par la passion, en fait, qu'on développe. Quand on reconstruit toute une filière, en équipe, on apprend plein de métiers. On est devenu coupeur, on est devenu confectionneur, on est devenu designer, on est devenu commerçant, on est devenu e-commerçant, on est devenu photographe, on est devenu musicien, même parce qu'on a fait des clips de musique dans nos ateliers. Tout ça, c'est extrêmement riche. Et du coup, l'entrepreneuriat, on le sait quand on s'y engage, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où ça monte fort et où on souffre, mais finalement, ce sont les moments où on se muscle le plus. Donc, à la fin, on est toujours là, on est toujours plein de projets, et du coup, même si on ne savait pas dans quoi on s'engageait, finalement, on est plutôt heureux du chemin. D'où ce vieil adage d'entrepreneur, c'est dans l'effort qu'on devient plus fort. Hein, c'est en général, ça se vérifie en tous les cas quand on a été à la tête qu'on est à la tête d'une entreprise. Fondateur et président de la marque Jomo, Maximilien Play. Comment on arrive justement à maintenir une promesse ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a une hausse des matières premières. C'est même très embêtant, voire catastrophique pour un certain nombre d'acteurs de la chaîne alimentaire, notamment, je pense par exemple, ne serait-ce qu'au thé. Ça complexifie pour toi le sujet, ou vous arrivez quand même à maintenir le cap ? On l'a maintenu, on n'a pas placé d'augmentation chez nos clients depuis le départ. Donc ça, on en est assez fiers. C'est le résultat en fait de notre partenariat avec justement l'industriel qui embouteille nos produits et qui nous accompagne énormément dessus parce qu'ils ont une force de négociation assez forte, et aussi parce qu'on en a pris conscience et que c'est un vrai sujet chez nous de bien négocier, de toucher au bon prix pour que on reste sur un produit compétitif, un prix compétitif, parce que effectivement très souvent on va nous comparer au prix des sodas, au prix d'achat des sodas, et c'est extrêmement dur. Alors là, on a un peu de chance qu'il y a une taxe sucre qui a augmenté, et donc les prix augmentent et vont plus se rapprocher d'une autre, là où cette taxe-là peut jouer en notre faveur. Mais oui, c'est un sujet qu'on a pris au sérieux très très rapidement, et que ça soit sur les matières premières, mais aussi sur les coûts de transport, sur les coûts logistiques. On a vraiment tout optimisé pour maintenir au maximum un prix compétitif. Les clients de Jomo aujourd'hui, si on doit en décrire un peu le portrait type, ce sont des clients qui sont B2C, B2B, restaurateurs C'est un petit peu des deux. Je dirais oui, on a des clients B2C parce que le consommateur final est un consommateur. Après, on a un très très gros réseau de revendeurs, plus de 4000 en France, qui vont être majoritairement des restaurateurs parce qu'on s'est lancé avec eux et que ça nous plaît beaucoup de travailler avec eux. Mais aussi des salles de sport. Intéressant. On est un petit peu dans les salles de sport, type salle d'escalade, salle de padel, en fait, où il y a des espaces de convivialité après justement sa séance. On est dans les entreprises. En fait, on essaye d'être dans tous les instants de consommation de la journée. Donc, ça va du petit déjeuner au bar ou à la boîte de nuit. Bon, on n'y est pas encore dans les boîtes de nuit, mais ça serait l'idée de dire, si on a envie d'avoir une alternative à l'alcool, on peut la trouver. Si pendant sa pause de l'après-midi, on a envie d'aller dans la meilleure boulangerie de Paris, on y est aussi. Le midi, on y est également avec beaucoup de chaînes de restaurants qui sont très connues, comme Cogent, Jour, Mr Garden, Compose, qui sont des clients avec nous depuis le début, et on va être également aussi chez Monoprix, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une couverture nationale. Il y a une expansion nationale très très importante. Comment tu as construit d'ailleurs alors certes une marque, on part d'une idée, on part d'un produit, on part d'une véritable promesse marketing en tant que telle, on l'a bien compris, que ce soit sur biologique, qualité, bien-être, faible calories. Comment on fait grandir une marque comme ça ? C'est une bonne question. Au niveau commercial, au niveau du développement ? Oui, au niveau du développement, je pense parce que 4000 implantations, c'est pas rien.
C'est beaucoup. En très peu de temps, je rappelle que tout à l'heure, tu disais que tu avais lancé ta marque réellement commercialement en 2019. C'est-à-dire que là, on est à peine à 6 ans et on a déjà 4000 points de vente. C'est une belle réussite. On a effectivement grandi vite. Je pense que, en fait, j'ai commencé moi en livrant les premiers points de vente. Donc la logistique a toujours été internalisée chez Jomo. Je livrais en camionnette. Je stockais sur une place de parking et je livrais en camionnette mes premiers clients pendant 1 an. Et puis quand je suis arrivé à 100 points de vente, ça devenait un peu compliqué de tout gérer. Donc il y a mon ami Hugo qui nous a rejoints et qui m'a aidé sur cette partie-là. On s'est toujours structuré. On n'a pas investi beaucoup d'argent au début, et même encore aujourd'hui, sur le marketing, les budgets publicitaires, etc. On a minimisé ces coûts-là pour les investir sur un outil logistique. Donc nos entrepôts, on a nos propres entrepôts, notre propre préparation de commandes et notre équipe commerciale qui est assez puissante dans le développement. C'est une de nos forces d'être très très fort au niveau commercial et de pouvoir justement aller en phase de conquête de régions assez rapidement. Directrice marketing, recherche et développement de la marque Picard, Delphine Alazard-Courtier. Alors Picard, je pense que c'est la marque alimentaire du quotidien et j'aimerais que les Français connaissent cette marque parce que c'est une marque de cœur. On est plus qu'un partenaire alimentaire, on est une aide dans la vie des gens, je pense. C'est plus de 11 millions de clients pas au quotidien, de manière hebdomadaire, mensuelle, c'est ça à peu près ? Voilà, on a entre 11 et 12 millions de clients, ils sont tous encartés. On fait quasiment 86% de notre chiffre d'affaires avec ces clients encartés. Ils ont justement ce lien avec cette carte Picard et nous, et ils nous suivent, et on les suit aussi nous, dans leur envie, dans leurs achats, et on essaye d'être au plus près de leurs envies et de leurs contraintes, parce que je pense qu'on est là pour les accompagner avec des produits élaborés, pour les gens qui n'ont pas trop de temps, et sur des produits aussi bruts, ce qu'on appelle bruts, donc des poissons, du légume, des fruits, pour les gens qui ont envie de bien s'alimenter, de bien manger et de pouvoir cuisiner aussi. Combien d'implantations en France pour Picard ? On va fêter dans 1 mois notre 1200e magasin. 1200 avec à peu près 5000 salariés ? Exactement, un petit peu moins de 5000 salariés. Les principaux salariés sont dans les magasins et on a vraiment un réseau avec des hommes qui sont proches de nos clients, et ça c'est un réseau avec des gens qui sont là depuis très très longtemps, et c'est hyper important aussi pour nos clients. C'est comme des magasins de proximité en fait. Pour la marque Accro, le végétal qui envoie du goût, Louise Ribeiro-Gaillon, directrice marketing. Alors, nos clients, ils ont tout type de régime alimentaire, tu l'as dit. Mais on va retrouver une certaine surpondération auprès de foyers forcément véganes, végétariens ou flexitariens. La clientèle en fait du rayon donc qui s'appelle le traiteur végétal, et donc de fait la nôtre, elle est quand même souvent un peu surpondérée sur des gens plus jeunes. Un peu plus jeunes que la moyenne des produits grande consommation, moins de 35 ans, plutôt sans enfants, généralement qui vit dans des grandes villes. Mais on voit que la végétalisation des assiettes, c'est pour toute la société, et on voit de plus en plus quand même de mouvements auprès de des seniors, par exemple, des familles. J'ai fait pas mal d'études consommateurs l'année dernière, et ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, parce que tu parlais de plein de régimes alimentaires différents, c'est que souvent le driver d'achat vers la catégorie, il est différent selon ton régime. Donc une personne qui est végane, elle va venir dans le rayon pour le bien-être animal, et elle le fait vraiment par conviction. Une personne végétarienne, elle va le faire plutôt pour l'environnement. Alors évidemment c'est un peu schématisé, mais elle va venir aussi par conviction. La personne flexi, elle va plus venir là pour des raisons de santé, parce que son médecin lui a dit de réduire un peu la viande, ou il commence à comprendre moins de graisse, moins d'acides gras saturés. Et donc ces gens-là viennent aussi un peu pour des raisons différentes. Et donc, mais c'est pour ça qu'on essaye de répondre évidemment aux 3, le bien-être animal, évidemment l'environnement, tu l'as dit, on consomme beaucoup moins d'eau, de carbone, et puis la santé, pour toutes les raisons que j'ai fait, toutes les réassurances qu'on peut amener sur le produit. Et donc on voit que c'est, en fait, tout le monde vient dans ce rayon, donc tant mieux, mais pour des raisons assez différentes.
D'accord. Bon, on a entendu aussi tout à l'heure, on parlait des restaurants, des pros, mais juste pour compléter par rapport justement à ces cibles clients qui sont peut-être plus professionnels, vous travaillez avec les cantines justement, par exemple, ou les entreprises. Alors on peut parler de cantines scolaires, mais on peut parler d'entreprises, on peut parler d'EHPAD, on peut parler de justement ces aspects qui touchent très directement l'assiette du Français au quotidien. Oui, bien sûr, on retrouve nos clients partout finalement. Donc on va le suivre dans tous ces moments de consommation. Donc ça va être au restaurant un peu commercial, puis ensuite chez lui, et puis évidemment dans toutes les structures collectives. Donc oui, après il y a des contraintes qui sont un peu différentes sur la collectivité, mais qu'on essaye évidemment des contraintes différentes, notamment de prix, ce genre de choses. Et on se développe évidemment là-dessus. Pour la marque Tiny Bird, les bonbons sans sucre 100% naturels, Juliette Sabatier, fondatrice. C'est la marque de Bonbec garantie sans cochonnerie. Expliquez-nous un petit peu la genèse. Vous êtes lancé en plein Covid à l'époque, c'est ça, 2020 ? Exactement. Donc l'idée datait d'un petit peu avant, mais on s'est vraiment lancé commercialement en 2020. L'idée pour nous, c'était vraiment de proposer des alternatives aux bonbons industriels. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de nutrition, d'alimentation, et j'en avais marre. Quand je voulais grignoter un truc dans l'après-midi, soit de devoir aller m'acheter juste un fruit qui n'était pas forcément ce dont j'avais envie, ou alors de devoir choisir parmi tout ce qu'on trouve dans un distributeur, barres chocolatées ou bonbons. Et en fait, avec donc, mon associé Lise, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des bonbons un peu meilleurs pour la santé ? On s'est dit, ça doit être possible, donc on est parti de cette idée-là et on l'a réalisée. Donc au tout début, on a dû trouver un local, des machines, etc. Et donc on s'est installé dans le sud de Paris, à côté de Melun, en Seine-et-Marne. Après des études de chimie, comment arrive-t-on à construire une marque de bonbons alors qu'on vous attend peut-être un peu plus dans un laboratoire avec une blouse blanche ? Alors effectivement, c'est vrai que pour la petite histoire, à la base, voilà, j'ai fait des études de chimie, j'ai fait l'ENS Cachan, voilà, pour ceux qui connaissent. Sup. Voilà, exactement. Donc j'étais pas du tout prédestinée à faire de l'entrepreneuriat, d'autant que j'ai vraiment aucun entrepreneur dans ma famille autour de moi à la base. Mais tout simplement, à un moment donné, voilà, vraiment, je me reconnaissais pas forcément dans les débouchés qu'on me proposait, même si j'ai toujours été passionnée par les sciences et je le suis toujours, et j'ai fait ça par passion et j'ai aucun regret là-dessus. Mais ceci étant dit, dans les débouchés, je me retrouvais un peu moins. Alors à l'époque, justement, c'était soit je faisais une thèse, soit je montais ma boîte. Alors là, c'était vraiment le choix le plus difficile de ma vie, entre guillemets, parce que tout le monde me conseillait évidemment de choisir la sécurité du doctorat. Et voilà, à l'intérieur de moi, je sentais que c'était pas ça qui m'animait, et donc c'est pour ça que j'ai quand même décidé de créer Tiny Bird, mais je me suis vraiment embarquée dans l'inconnu. Sabine Thémin, spécialiste retail luxe, Luxuritail. Tout à fait, ce que vous voulez dire, c'est quand mon conseiller de vente se croit supérieur à la marque. Et on va être uniquement focus produit. Et moi, je me bats pour ne pas être focus produit, parce que les conseillers de vente ont la formation. Ils ont été formés en interne aux produits, aux collections, aux directeurs artistiques, aux tendances de la marque, mais d'être vraiment focus client. Et c'est en ce sens où je pense les maisons, les marques de luxe font appel à moi pour avoir un peu cette dimension humaine, cette dimension authentique, sincère, de pouvoir s'intéresser aux clients. Il faut dire aussi quelque chose, François-Xavier, c'est que on a la pression du chiffre d'affaires. Les conseillers de vente ont la pression du chiffre d'affaires, ils ont la pression des clients, oui. Et ils sont en sandwich entre les deux. Et parfois, c'est vrai qu'on est sur cet objectif à atteindre, mais finalement, quand on prend un petit peu de hauteur, quand on s'intéresse aux clients, comme on dit souvent dans l'univers du luxe, on reçoit un client comme on reçoit un ami à la maison, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de laisser la porte entrouverte, de ne pas accueillir ses amis et d'aller lui dire va te servir dans le frigo. Ça, c'est quelque chose qui c'est impossible. Finalement, dans l'univers du luxe, je vais accueillir un client, je vais m'intéresser à lui. S'il vient pour un événement spécial,
je pense à l'univers, je pense à la rue de la Paix ou Place Vendôme, pour quel événement êtes-vous venu ? Déjà, l'importance du vocabulaire, on ne parle pas d'occasion. Pour moi, l'occasion, ce sont les voitures d'occasion. On va parler d'un événement. On vient parce qu'on va se marier. Au lieu d'installer tout de suite le client à une table, félicitez-le. Oh, mais toutes mes félicitations. Quand est-ce que vous avez prévu de vous marier ? Où avez prévu de vous marier ? Et tout ça, ces 2 questions anodines, ça vous permet déjà d'en savoir un peu plus sur le timing, sur l'achat de la bague ou de la montre éventuellement, et ou de pouvoir discuter si c'est en France, si c'est dans le nord, dans le sud ou à l'étranger, de vraiment commencer à créer du lien avec son client. Créer du lien, de l'affinité, mais c'est aussi un langage tactique. Ah bah oui, bien Parce sûr. que dans la finalité, on est là pour vendre. On est là pour vendre, et quand vous parlez d'un langage tactique, moi je suis la spécialiste du vocabulaire du luxe. Il y a des mots qui font plus luxe. Un petit florilège. Un petit florilège. Donnez-nous quelques expressions comme ça. Alors, j'ai pas d'expression, mais pour moi, je vais jamais utiliser le mot vendeur. Comme je l'ai dit dans la conférence du Journal du Luxe, c'est vraiment quand tu es vendeur, c'est que tu as raté ta vie, alors que c'est tellement beau d'être un conseiller de vente. Donc, voilà, je vais utiliser le mot conseiller de vente. Je vous remercie. On va parler, quand on remercie une cliente, au lieu de dire de rien, on ne vous remerciera jamais pour rien. Donc, c'est pour quelque chose. Je vous en prie, inclure les mots plaisir. Pareil pour les mots occasion. Je dis, un mariage, c'est pas une occasion. On est là sur un événement, donc pour quel événement êtes-vous venu ? On parle jamais de budget, on peut parler de la valeur accordée au cadeau que l'on souhaite se faire ou que l'on souhaite faire. Donc voilà, ça va aller, on parle d'une maison de luxe, on parle pas d'enseigne. C'est toutes ces petites phrases, ces petits mots, le mot petit également, qui vont faire la différence. La différence très importante pour les marques, on est bien là autour du sujet de la marque. Pour le Journal du Luxe, Éric Brionne, autrement aussi appelé Dark Planner. Et justement, alors, je vais être provocant, j'ai posé qu'une question provocante. Oh non, mais j'aime beaucoup. Allez, génération Z comme Zapper ? Je ne pense pas. Alors de dire qu'elle est infidèle, c'est vrai que la notion d'infidélité, voilà un raccourci. Le bouquin casse les raccourcis. Il y a eu tellement de raccourcis sur cette génération. Moi, mon métier, à la base, c'est planeur stratégique. Un planeur stratégique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui sait lire chez les gens, qui sait lire dans les gens. Et le fait d'avoir mon école, travailler avec les boîtes d'études, me permet de vivre auprès d'eux. Oui. Et justement, ce raccourci d'infidélité, pour moi, je ne le vois pas. Par contre, la notion de fidélité, elle a évolué. VIP. Alors, ça va même avant ça. Le premier point, c'est que dans le monde d'avant, fidélisation, ça veut dire acheter de façon régulière. Vous voyez, l'acte d'achat qui revient. Oui. En fait, pour eux, la fidélisation, elle n'est pas que limitée à l'acte d'achat. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de choses ici. Donc, c'est-à-dire que la considération doit dépasser le fait que j'achète plusieurs fois dans la boutique de mon magasin. La fidélisation, c'est le fait de liker un post, de commenter un post, de reposter. Donc, il y a cette dimension-là. L'expérientiel et même, je veux dire, cette dimension de consommateur supporter. Oui. Supporter d'une cause, supporter d'un ennemi, du fan, exactement. Je peux être fan sans acheter. Donc, pour eux, ça fait partie du game. Mais ça veut dire aussi que, en termes de considération, si je suis considéré comme entre guillemets, juste un consommateur-acheteur, c'est que tu ne me considères pas. Compréhension profonde des business models et des limites du business model chez eux. Donc le premier point, une fidélisation, si on se dit, si j'analyse entre guillemets ma clientèle que sur le prisme de l'achat, je me plante avec les aides parce que je serai comme quelqu'un d'infidèle par rapport à eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, vous le citez, un autre trompe-l'œil. Cette génération, elle est à la fois totalement égalitaire, donc tous égaux. Donc là, on est sur des logiques d'inclusivité. Tous égaux, mais pas équivalents. Mais alors, tous égaux, alors c'est encore plus subtil que ça, tous égaux, mais tous VIC. Alors, moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que déjà le mot VIC en lui-même, Very Important Client, donc ça veut dire que cette génération, à cause des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont l'alpha et l'oméga pour les comprendre, hélas, entre guillemets, a une culture du milliardaire et du riche. Et oui. Ils veulent avoir les mêmes égards qu'une Kim Kardashian. Donc,
ces égards, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le luxe, vraiment une expérience qui dépasse le produit, sur une hyper-personnalisation de l'expérience, mais aussi une résonance avec la culture aujourd'hui. Donc cette culture du VIC, elle est étonnante. Et même, ils remettent en question, je reviens sur l'acte d'achat qui n'est pas le seul acte de fidélisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à un very important client que si on consomme beaucoup. Donc il y a un côté très mercantile. Donc je suis important que si j'achète, et j'achète beaucoup, c'est un peu choquant quand même. On peut être un VIC au-delà de l'achat moyen, du panier moyen. C'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Olivier Richard, directeur général de la marque Hardridge. On peut dire quand même que votre marque est sur un positionnement haut de gamme? Oui, absolument, un peu un positionnement premium. On va pas encore luxe, mais pas encore luxe, non. Pas loin. Oui, alors on n'en est pas loin avec les ingrédients, on n'en est pas loin avec le savoir-faire qui est apporté et la somme de détails. Le prix médian, pour que tout le monde comprenne à peu près où on s'y Deux collections, printemps-été, on est entre 160 et 270 euros. Et en hiver, on est un cran au-dessus, plutôt entre 250 et 400 euros. Quels sont justement les types de clients? Alors on parle de haut de gamme, mais le haut de gamme n'est pas le reflet des clients, très souvent. Ouais. On le voit de plus en plus, en tous les cas. Quels sont les types de clients que vous avez? On a beaucoup le papa qui vient avec son fils pour la première vraie paire de chaussures. Ça, c'est assez intéressant. Qui dit à son fils, bah voilà, tu rentres dans la vie active ou tu vas participer à une cérémonie, tu peux pas y aller en basket, même si aujourd'hui il n'y a plus de débat, on y va tous en basket, en costume, etc. Mais il y a encore des gens qui sont intéressés par cette forme de tradition et de transmission quelque part, et c'est de goûter un peu aux chaussures cuir, aux intérieurs tout cuir, aux chaussures qu'on va faire à son pied, mais qui du coup après vont vous accompagner tout au long de votre vie. Avec une population qui est plutôt urbaine en général? En fait, c'est une population, moi j'appelle ça d'usage. C'est des gens qui, par exemple, quand ils prennent leur scooter le matin, ils vont prendre la paire de chaussures, et en général une des nôtres, avec une semelle antidérapante. Et ils savent qu'elle est antidérapante et ils savent qu'ils peuvent compter dessus. Je cite souvent l'exemple de notre client qui se retrouve devant son dressing le matin et qui se dit, OK, je pars pour une journée à Paris, je vais marcher dans tous les sens. J'espère qu'il va prendre nos chaussures Hardridge avant les autres. Voilà, c'est la préférence de marque. C'est un peu tout ça. C'est la préférence de marque, mais c'est la préférence de marque qui est liée à l'usage. Carole Marty, marketing manager France de la marque des produits d'entretien automobile Holt. D'un point de vue marketing, on va s'adresser au grand public, au consommateur final, puisque c'est monsieur et madame tout le monde qui utilisent nos produits. Aujourd'hui, on fait énormément appel aux réseaux sociaux via des campagnes digitales ou auprès des professionnels comme le salon que l'on a aujourd'hui. On fait appel énormément à des influenceurs et des micro-influenceurs qui, eux, sont vraiment les personnes les plus adaptées pour tester nos produits. D'accord. Alors, les influenceurs, pour préciser, sont des influenceurs spécifiques au monde de l'auto ou quelquefois ça va au-delà? Ça peut être les deux, au-delà. Donc, on met en place sur notre site internet ce qu'on appelle un programme d'ambassadeurs, libre à chacun de s'inscrire pour tester les produits, nous faire part des avis. On utilise aussi notre société pour avoir des avis, puisque c'est vraiment le consommateur final qui saura nous dire si le produit est efficace, s'il a été convaincu, qu'est-ce que l'on doit apporter. N'importe qui, en tant que consommateur, peut donner son avis. Voilà, on va sur Internet, on va voir les vidéos. Oui. On regarde comment on utilise le produit. C'est un c'est un moyen de communication, en tout cas pour notre catégorie de produits, qui est vraiment le plus fidèle et représentatif quant à l'utilisation et l'efficacité des produits. Comment vous choisissez justement les influenceurs? C'est en fonction de leur notoriété ou aussi en fonction de la qualité de leur contenu? Avant tout, donc je travaille avec une agence spécialisée dans les réseaux sociaux et les influenceurs. On va regarder quand même avant tout s'ils ont un intérêt pour le milieu automobile, l'entretien de l'automobile. Oui. On va regarder aussi le nombre de followers qu'ils peuvent avoir, mais on s'oriente pas sur une grande communauté. On préfère des micro-influenceurs qui restent quand même à l'image de monsieur et madame tout le monde, en fait, pour que les consommateurs se reconnaissent aussi dans l'influenceur qui va utiliser. Donc c'est plus aussi la qualité de la communauté qui est drainée derrière. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Avec aussi la volonté peut-être de booster les avis positifs derrière tout ça? Oui, tout à fait, puisque ça permet d'avoir des avis sur les réseaux sociaux. Quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, vous aimez bien regarder les avis. Donc ça permet aussi de mettre en avant la qualité et la fiabilité du produit. C'était Tout est marque,
Disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.